À la une de l'actualité, un atelier de haut niveau s'est tenu ce matin sous la présidence du Premier ministre chef de gouvernement sous le thème « Le pouvoir exécutif dans la Constitution, interaction avec les autres pouvoirs, valeurs et principes ». Cette phase concernait les membres du gouvernement, la haute administration et les responsables des autorités indépendantes. Montée des couleurs à Kidal, le gouverneur de la région a assisté à cette action patriotique. Le retour de l'administration se fait progressivement et le préfet d'Aguelhok vient d'être installé. Celle qui est sous nos projecteurs ce soir dans le cadre de la célébration du 8 mars s'appelle Bintou Nabo. Tenez-vous bien, Bintou peut faire un abattage et un dépeçage de moutons en un temps record. Et oui, elle est bouchère abattante. Nous parlerons également de la remise solennelle du drapeau national à la délégation malienne pour les 13e Jeux africains d'Accra 2023. Le Mali sera présent dans 8 disciplines. Les détails dans la page de sport en fin de journal. L'actualité nationale, c'est tout de suite et maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Et nous commençons par cet atelier de haut niveau qui a réuni les membres du gouvernement et la haute administration ainsi que les responsables des autorités indépendantes autour du thème « Le pouvoir exécutif dans la Constitution, interaction avec les autres pouvoirs, valeurs et principes ». Un atelier organisé par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Le compte-rendu de Alocénie Touré. Le groupe, outre les membres du gouvernement, les secrétaires généraux et les chefs de cabinet des différents départements. À ceci, il faut ajouter les institutions et les organismes indépendants. Le pouvoir exécutif, objet de cet atelier, est l'un des 3 principaux connus en matière de démocratie. Outre le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et celui judiciaire. Le présent atelier fait un zoom sur la place du pouvoir exécutif dans la Constitution et ses interactions avec les autres pouvoirs. Le principe de la séparation des pouvoirs se déduit ainsi des droits aisément de la Constitution constitutionnelle à travers les dispositions précises qui organisent les compétences de chacun des pouvoirs, déterminent les lignes directrices du dialogue entre eux et déterminent les limites ainsi que les conditions du recours à ce qu'on peut appeler un droit de voter au constitutionnel dont dispose chacun des 3 pouvoirs au besoin. Au regard de ce qui précède, les 3 pouvoirs constituent donc des régulateurs suprêmes de la vie politique et institutionnelle. Ils abritent et gouvernent chacun une partie des fragments de pouvoirs composites dont ils sont sur le plan organique et fonctionnel et de par leur composition le condensé institutionnalisé. Tous ces pouvoirs ont en commun le devoir d'agir au nom du peuple. Il me plaît de procéder par analogie avec la symbolique du foyer traditionnel appelé un Bambara Guapuru. On dit bien que d'un foyer à 3 pierres, rien ne peut tomber, bien que disposé de manière séparée. C'est dire donc à contrario le risque accru de déséquilibre en l'absence ne serait que d'une des pierres. C'est dans ces conditions que le foyer a la réputation traditionnelle d'être gage de stabilité, d'abord pour la marmite, mais au-delà, il est source de paix, d'entente et de cohésion dans la famille. Malgré cette position connue dans la hiérarchie institutionnelle, il faut veiller à protéger l'État et ses intérêts dans tous les domaines. Les changements de constitution donnent toujours lieu à des réflexions pour déterminer, entre autres sujets, quels sont les mécanismes et les moyens susceptibles d'aboutir à un mode de gouvernance idéal pour les États et les peuples. La Constitution de la 4e République n'a pas échappé à cette préoccupation. Heureusement que le chemin devant mener à l'avènement d'une gouvernance vertueuse et refondatrice de notre nation était déjà tracé en grande partie grâce aux recommandations des désormais historiques assises nationales de la refondation. En procédant par la mise en place successive de 2 commissions pour aboutir à la réforme constitutionnelle, le président de la transition a bien voulu emprunter cette voie, faisant ainsi sienne la vision de refondation du peuple malien. La composition de ces 2 commissions, par d'éminents experts de tous bords, a permis de capitaliser les forces et les faiblesses, les souffrances, les errements et réussites
la grandeur de l'histoire de la gouvernance politique et institutionnelle de notre pays, que notre pays a connue, dans un passé proche et lointain. C'est-à-dire un processus de vulgarisation inédit, que le projet de constitution voté par les Maliens a été promulgué samedi 22 juillet 2023 par le président de la transition. Il est à noter que pour la première fois, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont les trois nommément désignés comme tels à travers les titres 3, 4 et 5 de la Constitution du 22 juillet 2023. Le peuple malien met ainsi à notre disposition une combinaison de gouvernance politique et institutionnelle qui respecte en théorie le principe de la séparation des pouvoirs. À l'intérieur de chacun de ces pouvoirs, il existe des innovations inédites qui touchent à la structuration organique, leur fonctionnement et leur champ de compétences. Les réformes politiques et institutionnelles, comme les pouvoirs, ne valent que par la qualité de ceux chargés de leur opérationnalisation, dira le Premier ministre, pour rappeler aux uns et aux autres leurs responsabilités face aux défis. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue communique, en application des dispositions de l'arrêté numéro 2011-2991 MTFP-SG du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs des secteurs public et privé, que durant toute la période du mois de Ramadan, les horaires de travail sont modifiés ainsi qu'il suit. Du lundi au jeudi, de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h et les vendredis de 7h30 à 12h30 sans pause. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social souhaite un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Montée des couleurs à Kidal, je le disais dans les titres, le gouverneur de Kidal y a pris part. L'administration s'installe progressivement et le préfet d'Aguelhok a été installé, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Pour magnifier cette liberté retrouvée depuis le 20 décembre 2023 grâce à la montée en puissance de Fama, le gouverneur de la région de Kidal a présidé la montée des couleurs nationales à Aguelhok en présence des populations, des autorités administratives, politiques et militaires. Un signal fort pour la restauration de l'autorité de l'État, une fibre patriotique ressuscitée. Présider la montée des couleurs à Aguelhok avec toute la population presque du cercle d'Aguelhok présent dans la ville d'Aguelhok ce matin, ce qui est le symbole fort de la présence de l'État dans le cercle d'Aguelhok. Le général de division Al-Haj Gamou renforce la présence de l'administration dans la région avec l'installation du préfet du cercle d'Aguelhok afin d'avoir une administration efficace et très proche des populations. À la présentation du préfet d'Aguelhok pour que l'administration soit tout près de la population du cercle d'Aguelhok pour bien administrer les gens et gérer les problèmes de la population d'Aguelhok. Et mes félicitations à nos forces armées de sécurité qui ont vraiment aménagé un effort pour que cette sécurité revienne de cette partie de notre pays. Aujourd'hui, les gens d'Aguelhok, la population a témoigné que le GTA SKA est là pour la population d'Aguelhok, pour leur sécurité, la sécurité de leurs biens. Donc je félicite vraiment toute la région, la 7e région militaire de la région de Kidal pour cette qualité de confiance entre les militaires et la population. Ville meurtrie d'Aguelhok se réveille et salue son retour dans la nation et aspire surtout à une paix définitive dans un Mali uni et prospère. Et ce geste humanitaire du président de la transition, colonel Assimi Goïta, vient d'offrir des produits alimentaires à 400 familles démunies de la capitale. L'opération s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. Les détails avec Sorona Kamisoko.
En cette veille du mois de Ramadan, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, donne du sourire aux personnes démunies des communes 1, 2, 3 et 4 du district de Bamako. Elles reçoivent des mains du conseil spécial du chef de l'État des produits alimentaires composés essentiellement du sucre, du riz, du mil et de l'huile. Naturellement, cet élan de solidarité est bien apprécié par les bénéficiaires. Je remercie le président de la transition, colonel Assimi Goïta, d'avoir pensé à nous, surtout à quelques jours du mois de Ramadan. Vraiment, les mots nous manquent pour saluer son geste de solidarité. Nous remercions le chef de l'État pour ses œuvres sociales. Celui qui te vient en aide t'épargne de beaucoup de choses. Avec ses sacs de riz, de mil, de sucre et de bidons d'huile, nous allons passer un bon mois de Ramadan. Nous prions Dieu afin que le Mali retrouve la paix et la stabilité. Gloire à Dieu qui nous a permis de vivre ces jours si mémorables pour nous les démunis de la commune 3. Quand je regarde tous ces produits alimentaires devant nous, je suis tout simplement comblé de joie. Je remercie le président Assimi Goïta pour tout ce qu'il fait pour les pauvres. Que Dieu veille sur lui et sur tout son cabinet. Ce geste de solidarité du président de la transition va permettre à ces personnes en situation difficile de passer le mois de Ramadan sans grand souci. Au nom des bénéficiaires, je dis merci aux autorités de la transition, particulièrement au président Assimi Goïta. Cet acte de solidarité du chef de l'État ne nous a pas surpris, parce que depuis qu'il est au pouvoir, il s'investit pour améliorer les conditions de vie de son peuple. En vue d'atténuer un peu les charges du mois de Ramadan, le président de la transition a jugé nécessaire de montrer sa solidarité envers tous les Maliens. Toutes les régions du Mali sont pratiquement intéressées par ça. On a commencé il y a longtemps et ça va continuer. Aujourd'hui, c'est le tour de la rive gauche. Les kits sont composés de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 50 kg de sucre, 5 litres d'huile, un sac de pâtes alimentaires. Ces kits sont donnés à 100 familles par localité. Cette opération de distribution gratuite de vivres aux personnes vulnérables va s'étendre aux autres communes de la capitale. C'est du moins l'assurance donnée par le conseiller spécial du président de la transition. Voilà, vous l'aurez compris, cette action a concerné les communes 1, 2, 3 et 4 du district de Bamako. Une centaine de ménages vulnérables de la région de Taoudéni viennent de bénéficier également des œuvres sociales du président de la transition. Ces familles ont reçu des céréales, du sucre, de l'huile et des pâtes alimentaires. Reportage à Chirfou Moulay. Le président de la transition fait parler son cœur encore. Cette fois, à la veille du mois de Ramadan, pour la région de Taoudéni, c'est une centaine de ménages vulnérables dont des personnes en situation de handicap qui bénéficient de 100 kits alimentaires composés du riz, du mil, du sucre, de pâtes alimentaires et de l'huile. Pour atténuer un peu les difficultés des populations vulnérables en vue du mois de Ramadan. Cette action de générosité vient ainsi rallonger la liste des actes posés par le président de la transition dans la région de Taoudéni, parmi lesquels la réalisation de forages au profit des villages et fractions avec des problèmes d'accès à l'eau. On est très content sur ce que cette présidente a fait depuis le moment à venir jusqu'à aujourd'hui. On a trouvé tranquillité, on a une autorité. Le président de la transition n'en est pas à ses premières œuvres en faveur de la région de Taoudéni. Ainsi, en 2021, 600 ménages ont bénéficié de vivres répartis entre les cercles de la région, dont 100 ménages par cercle. En 2022, dans le domaine de l'hydraulique, 3 forages du type système hydraulique villageoise amélioré, SHVA, ont été réalisés. Pour Taoudéni, on a remarqué qu'il y a une population qui est assez vulnérable. Espérant que ces donations qui vont concerner 100 foyers vont servir et qu'on sera plus regardant envers la région de Taoudéni. Avec cet appui, ces ménages retrouvent
le sourire et passeront le mois de Ramadan dans la plus grande aisance. Nous restons dans le nord du Mali pour voir comment les marchés de Tombouctou sont approvisionnés. Bien, selon le constat des autorités régionales, ils sont bien ravitaillés en denrées de première nécessité en cette veille de Ramadan. Faisons donc un tour dans les marchés de Tombouctou avec Idrissa Goulou Sissoko. Un tour au marché Yobou-Taoul de Tombouctou, l'on se rend compte que les boutiques des commerçants sont pleines à craquer de marchandises en tout genre. Les produits de première nécessité sont disponibles et à un prix abordable. Telles sont les dispositions prises par les opérateurs économiques en vue de pallier toute rupture durant le mois de Ramadan. L'ensemble des marchés est bien approvisionné, que ce soit le marché de Yobou-Taoul, le marché de Badjende et le petit marché de Fort-Yobou. Toutes les denrées de première nécessité sont sur place, notamment le sucre, la farine, le lait, et le mil et le sorgho, et en même temps le riz aussi. Chaque jour qui passe, nous constatons vraiment une grande baisse des prix au niveau du marché. Cette présence en quantité suffisante de denrées de première nécessité rassure les consommateurs. Nous sortons de la visite très satisfaits et vraiment, nous ne nous attendions pas à trouver vraiment une si grande quantité de produits, ça c'est un, et nous ne nous attendons pas aussi à trouver des prix aussi bas par rapport à quelques semaines. Donc nous sommes très satisfaits et demandons aux détaillants de respecter les engagements et de respecter les prix qui nous ont été donnés ce matin. Nous sommes satisfaits à la sortie de cette visite du marché pour constater l'état d'approvisionnement en denrées, céréales et produits de première nécessité. Nous avons constaté la disponibilité en quantité satisfaisante. Dernièrement, tout de suite, nous venons de constater le magasin de l'OPAM où nous avons reçu les 1000 tonnes au compte des 25 000 tonnes que le gouvernement de la transition a bien voulu retenir avec les unités industrielles pour permettre aux Maliens d'avoir accès au sucre à un prix acceptable, ne dépensant pas les 600 francs CFA. Au vu de l'importance des produits de première nécessité sur le marché, les populations de Tombouctou passeront le mois de Ramadan en toute quiétude. Pour le mois de Ramadan, l'ONG Karma Solidarity Belgique organise une opération Ramadan. Il s'agira de distribuer des denrées alimentaires à des milliers de personnes démunies. Une initiative d'appui à la sécurité alimentaire qui coûtera plus de 166 millions de francs CFA. Plus de détails avec Al-Moser Al-Kamis Yatara. 17 000 personnes issues des ménages démunis, d'enfants talibés, orphelins et personnes déplacées internes dans le district de Bamako et ses environs seront accompagnés par l'ONG Karma Solidarité Belgique. L'ONG mettra à leur disposition des denrées alimentaires pour passer les ramadans dans de bonnes conditions. Nous remercions les donateurs pour ces gestes qui vont nous aider pendant ce mois de Ramadan. L'ONG Karma Solidarity a pensé à nous pendant ces mois bénis. Cette aide alimentaire va soulager nos familles, nos enfants. Nous serons en mesure d'accomplir le Ramadan dans les bonnes conditions. L'opération Ramadan de l'ONG Karma Solidarité Belgique est soutenue par le ministère des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. C'est une très belle initiative de la part de cette ONG qui œuvre dans le domaine de l'humanitaire afin d'apporter de l'aide aux différents démunis et aux personnes les plus vulnérables dans notre société. Vous savez que nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. C'est un mois de solidarité, d'entraide. C'est la toute première édition de l'opération Ramadan de l'ONG Karma Solidarité Belgique. Elle va coûter plus de 166 millions de francs CFA. Il s'agit de les assister avec des colis alimentaires, donc un système coupon alimentaire. Donc, ce système consiste à leur remettre des coupons alimentaires échangeables contre des produits au niveau des boutiques identifiées par Karma Solidarity dans l'ensemble des communes de Bamako. Aussi, les bénéficiaires vont profiter des transferts monétaires à travers le coupon de valeur échangeable contre les denrées alimentaires.
Parlons toute autre chose à présent. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale du réserviste, une grande rencontre a été initiée entre les contingents et cohortes du Service national des jeunes, SNJ, au programme des témoignages, conférences et des échanges sur l'importance du Service national des jeunes. Le point avec Abdelkarim Kaba. Réserviste un jour, réserviste pour toujours. La preuve, c'est cette mobilisation et cet engagement patriotique des réservistes des différents contingents du service national des jeunes. Cultiver la citoyenneté et le don de soi pour la patrie, c'est l'esprit de cette semaine, d'où le thème « Renforcer la citoyenneté à travers le service national des jeunes », les réservistes des citoyens engagés auprès des communautés et dans les opérations de protection de la population. L'objectif consiste à promouvoir l'esprit et la culture du civisme et de la citoyenneté et de la défense de la patrie au sein de la jeunesse. En outre, la semaine vise à sensibiliser la jeunesse sur l'importance du service national des jeunes et du rôle des services dans les initiatives de citoyenneté dans tous les domaines et processus de développement de notre chère patrie, le Mali. L'esprit patriotique, la ferveur de se retrouver et la détermination à servir la nation, le ministre Abdelkassim Ibrahim Fomba salue l'initiative. Il a mis l'accent sur la reprise du service national des jeunes. Ainsi, dans le cadre de la promotion du civisme au sein de la population malienne d'une part, et du renforcement des forces armées pour l'accomplissement de leur mission régalienne de défense et de sécurisation des personnes et de leurs biens, d'autre part, notre pays, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adopté le décret fixant le statut particulier de la réserve et des forces armées et de sécurité. Il n'est l'ombre d'aucun doute que notre engagement pour notre pays est un défi à relever pour tous en général et pour les jeunes en particulier. La grande mobilisation des différents contingents et cohortes du service national des jeunes a rendu cette journée mémorable à travers des chants et certains messages de la formation. Parlons également de cette première réunion du comité de pilotage du projet Go Green. L'objectif de la session est de contribuer à la revue annuelle du projet qui vise à promouvoir les emplois et l'entrepreneuriat vert pour les jeunes et les femmes. Un reportage à Guibo Koulibaly et Sidi Modibo Dambélé. Cette session permettra aux administrateurs d'évaluer l'exécution des activités du projet Go Green de mars 2023 à janvier 2024. Un projet qui permettra de créer des entreprises durables par les jeunes entrepreneurs verts avec un effet multiplicateur d'emplois estimé à 10 emplois créés par start-up après 5 ans. Nous sommes là pour accompagner les jeunes à la résilience. En plus de la résilience à cette thématique de changement climatique, on veut donner l'opportunité aux jeunes qui puissent avoir des emplois et qui puissent également s'initier dans l'entrepreneuriat et également rester dans l'entrepreneuriat. Le projet Go Green est mis en œuvre par la STNV en partenariat avec l'ICRA, l'Université de Ségou, la PEJ, l'Impact Hub, Donilab et Baraboulon. Et nous voyons beaucoup, d'un côté, de nécessités, mais aussi des opportunités dans l'emploi vert, dans la lutte contre le changement climatique. C'est la raison principale que nous nous avons engagés dans ce projet, afin d'assurer que les jeunes ont accès aux informations sur l'emploi vert, sur l'entrepreneuriat vert, et puissent aussi développer vraiment des opportunités, créer d'emplois. Occasion pour les membres du comité d'apprécier les résultats atteints, d'identifier les éventuelles difficultés et obstacles et de formuler des suggestions et recommandations pour assurer le succès continu de ce projet promoteur. C'est un projet qui va permettre d'incuber donc à peu près 2400 jeunes et pour leur permettre d'entamer des projets dans ce qu'on appelle l'économie verte, donc dans les projets liés à l'agriculture verte, à l'assainissement, à l'eau, donc des projets visant à réduire un peu les effets des changements climatiques. Au-delà des objectifs immédiats, le projet Go Green, dans sa phase pilote, permettra de garantir la participation des femmes et des hommes dans la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie.
La Banque de développement du Mali, BDMSA, a tenu la 83e session de son conseil d'administration. Elle a réalisé un total bilan de plus de 2000 milliards et un produit bancaire de plus de 95 milliards de francs CFA. Le compte-rendu avec Barakissa Ouattara et Sambou Diakité. C'est la première fois depuis 4 ans que les administrateurs du groupe BDMSA se retrouvent en présentiel. Selon le président du conseil d'administration, l'exercice 2023 n'a pas été un fleuve tranquille pour l'institution. Malgré ce contexte éprouvant, la BDMSA s'est débattue pour apporter les corrections aux insuffisances relevées. Les travaux de correction de ces insuffisances qui ont mobilisé la direction générale de la banque, les filiales et les succursales, ainsi que les cadres de notre institution, ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants et ont mis la banque en conformité dans plusieurs aspects de sa gouvernance. Toutefois, pour le reliquat à prendre en charge et pour le respect des engagements pris vis-à-vis du régulateur, je vous exhorte à redoubler d'efforts pour obtenir un taux plus honorable de correction de ces insuffisances au 31 mars 2024. Au cours de cette 83e session, d'importantes décisions ont été prises pour la bonne gouvernance de la banque. De belles perspectives s'annoncent également pour l'année 2024. L'année 2023 a été effectivement une année particulièrement difficile, avec une inflation qui a été constatée un peu partout, qui a amené d'ailleurs la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'instar des autres banques centrales, à procéder à un resserrement de la politique monétaire. Et nous avons bon espoir que 2024 en tout cas sera meilleur à 2023, surtout que nous avons une bonne pluviométrie en 2023 qui a permis quand même au coton culture malien de hisser le Mali à la première place, en tout cas des producteurs de coton en Afrique. La BDM occupe, ce n'est pas une nouveauté, occupe la première place du marché national, donc ce n'est pas un secret. Et nous pensons maintenir et renforcer cette position. Nous allons nous développer aussi bien à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur. Déjà des filiales sont en place, il y a des succursales qui sont déjà créées et nous allons continuer cette évolution pour couvrir l'ensemble du territoire national, aussi bien que les pays de la sous-région. Le conseil d'administration ainsi que le comité syndical ont félicité la direction générale quant à la réalisation des performances remarquables. Un total bilan de plus de 2200 milliards de francs CFA et un produit net bancaire qui avoisine les 100 milliards. Des performances qui consolideront davantage la position du groupe BDM et qui lui permettront de se hisser au premier rang des groupes bancaires de l'UEMOA. Au collège de l'autorité indépendante de gestion des élections, le taux de représentativité des femmes est estimé à 32% contre 15% dans les coordinations régionales. Pour inverser cette disparité, la structure vient d'élaborer une politique dédiée au genre et à l'inclusion. Tiemoko Konate. Processus de renforcement du taux de représentativité de la gente féminine. L'autorité indépendante de gestion des élections enregistre des progrès. À ce jour, ce taux est estimé à 32% au sein du collège. La structure doit notamment s'être avancée à un certain nombre d'actions. Le recrutement des chargés genre et éducation civique, la désignation d'un point focal genre au sein du collège, ainsi que la création d'une commission genre. Cependant, la réalité est tout autre dans les coordinations régionales, d'où la nécessité d'adopter une politique dédiée au genre et à l'inclusion. La mise en œuvre de cette politique permettra à notre institution de réaliser des progrès dans le domaine de la promotion du genre et de l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que de l'inclusion de façon plus générale. Le présent atelier offre l'occasion aux participants d'échanger sur les stratégies et les mécanismes appropriés susceptibles de donner vie à cette politique. L'initiative bénéficie de l'appui de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, un appui qui se justifie. La première raison est toute simple. Contribuer à l'amélioration de l'inclusion dans les processus électoraux des femmes, des jeunes, des personnes déplacées internes, des personnes vivant avec handicap, ainsi que
des populations généralement marginalisées est l'un des objectifs du projet MED. La deuxième raison est que l'initiative de l'activité dont les produits sont objets de l'atelier d'échange qui nous réunit ici ce matin. La réalisation de l'inclusion est une préoccupation majeure de l'EJ. Elle est d'ailleurs plus prégnante dans un pays qui traverse une crise sécuritaire. Au lot habituel de groupes marginalisés, on pourrait y associer très certainement les déplacés. Le document attendu à l'issue de la session servira de boussole pour la commission genre dans la mise en œuvre de son plan d'action. Un pas de géant donc au sein de l'autorité indépendante de gestion des élections en faveur de la loi 050 renforçant le taux de représentativité des femmes dans les instances de décision au niveau national. La ministre de la Santé et du Développement social, la colonelle Assaba Diallo Touré, a participé à la conférence ministérielle sur le paludisme à Yaoundé au Cameroun. Le thème est « Lutter contre le paludisme dans les pays les plus durement touchés par la maladie ». Le commentaire de Boubacar Bablin Touré. Panel de haut niveau sur le paludisme. Parmi les invités de marque, le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré. Cette rencontre est importante à plus d'un titre pour le Mali car elle se veut être un moyen efficace de lutter contre le paludisme qui est la cause de plusieurs décès dans notre pays, surtout chez les enfants et les femmes enceintes. C'est pourquoi le thème débattu par les ministres est « Lutter contre le paludisme dans les pays les plus durement touchés par la maladie ». Ces échanges permettront aux acteurs d'examiner les progrès et les défis de la réalisation des objectifs. Ils évalueront les progrès accomplis en matière de réduction du fardeau mondial du paludisme ainsi que les défis tels que la résistance aux insecticides et aux médicaments. En plus, ils discuteront des stratégies d'atténuation et de financement des programmes de lutte contre le paludisme. Le paludisme est un problème de santé publique au Mali avec un fort taux de mortalité et de morbidité. Donc on est venu pour échanger les expériences, pour qu'ensemble qu'on se mette avec tous ces ministres, faire des choix, faire des décisions et partager les expériences pour trouver ce qu'il y a de meilleur pour la prise en charge et surtout pourquoi pas l'élimination de cette maladie qui est très grave. Donc, nous savons que le vaccin est initié. Le Mali a déjà sa stratégie 2024-2028. Nous faisons la chimioprophylaxie préventive. Nous avons des moustiquaires que nous donnons. Nous avons la prise en charge gratuite de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans. La rencontre de Yaoundé va identifier aussi les sources et mécanismes potentiels pour obtenir des fonds supplémentaires pour soutenir la prévention et le traitement du paludisme. Pour le ministre de la Santé et du Développement social, les recommandations qui vont sortir des panels permettront au Mali d'acquérir d'autres mécanismes de prévention et de lutte contre le paludisme. Présentation du livre à repenser le statut du travail, une contribution africaine. Un livre écrit par Ousmane Oumarou Sidibé. Il appelle donc à repenser le statut du travail. Plus de détails avec Agibou Koulibaly et Yacouba Kone. Cet ouvrage de 253 pages est structuré avec une introduction, 6 chapitres et une conclusion. Le tout englobé dans 2 grandes parties. La première met en débat les questions négligées du droit du travail et la deuxième se focalise sur une approche plus inclusive de la protection sociale au travail. La trame de l'ouvrage, c'est que nous ne sommes pas partis de nos réalités à nous pour penser la législation et la réglementation. Nos pays, avant la colonisation, ont connu des situations de droit. Donc c'est des sociétés quand même qui connaissaient le droit. Voilà. Et également, après la colonisation, le droit importé n'a pas bénéficié de la quintessence de ce qui serait l'esprit juridique africain. Le travail du Code de la sécurité sociale n'était pas tout à fait ce que je voyais sur le terrain lorsque je rendais visite aux entreprises, notamment aux entreprises de l'économie formelle. Il y a un décalage entre le droit du travail officiel enseigné et le droit vécu, la réalité au niveau des entreprises. Pour les invités à cette présentation du livre, l'auteur ouvre la voie à un statut du travail effectif vers plus de justice sociale. Il pose la question de le repenser, ce qui veut dire que tel que nous l'avons aujourd'hui, il n'est peut-être pas ce qu'il devrait être pour nous.
Et je crois que cette interrogation-là, il tente d'y apporter une solution. Je l'ai déjà acheté, mais je connais l'auteur pour avoir beaucoup appris de lui en termes de savoir-faire et de savoir-être. Je pense que c'est un livre qui contient nécessairement de bonnes et de nouvelles choses. La Société malienne des droits du travail et de la sécurité sociale regroupe des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des professionnels du droit social. Elle a pour but d'étudier de manière exclusive et scientifique les droits du travail et de la sécurité sociale, de promouvoir les échanges d'idées et d'informations. Ousmane Oumarou Sidibé, auteur du livre « Repenser le statut du travail, une contribution africaine » a été professeur à la faculté de droit de l'Université de Bamako, ministre du Travail et président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, ORTM Koutiala est allé à la rencontre de Bintou Nabo, une bouchère abattante. Ainsi, Bintou suit les traces de son père. Abattage, dépeçage, elle le fait en un temps record. Je ne vous en dis pas plus. Suivant ce reportage de Brahima Kone. Née en 1978 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, Bintou Nabo est une bouchère abattante d'origine malienne. Son père était un natif de la zone de Massina qui, de son retour du Burkina Faso, était établi à Koutiala. Il y exerçait le métier de la boucherie. Son savoir-faire et son savoir-être ont dû constituer une source d'inspiration pour sa fille Bintou Nabo qui, dès son jeune âge, est devenue une bouchère abattante attitrée. J'ai aimé ce métier pour l'amour de mon père, qui était un boucher. Avant, j'abattais plusieurs moutons. Mais maintenant, je me limite à un seul à cause de la hausse du prix des moutons. Qu'à cela ne tienne, je ne baisse pas les bras. Je continuerai à faire ce métier pour l'amour de mon père. Après la mort de son père, notre Nyeleni est connu à Koutiala pour son courage et sa détermination à se prendre en charge et à s'occuper de sa maman. Depuis notre retour du Burkina Faso, Bintou suivait tout le processus d'abattage de vente avec son père. Au début, son père ne voulait pas qu'elle fasse ce boulot, mais sa persévérance a laissé croire à ce dernier que c'était une question de destin. Son père l'a finalement aidé à apprendre toutes les techniques. Aujourd'hui, Dieu merci, après le décès de son père, Bintou occupe une place de choix dans la prise en charge de notre famille. La journée de Bintou Nabo commence à 5 h du matin quand elle finit de s'allier sa mère. Elle amène le mouton à l'abattoir régional de Koutiala où tous les processus d'abattage se déroulent. Ainsi, en un temps record, Bintou dépouille et dépèce le mouton avant de laver les viscères de façon professionnelle. C'est une bouchère abattante. Elle vient à l'abattoir, elle respecte les conditions de l'abattoir. Chaque matin, de bonne heure, elle amène sa tête à abattre. Et c'est après l'égorgement, c'est elle-même qui dépouille. Vraiment, c'est une femme battante. Elle respecte les conditions d'hygiène aussi, parce que sans l'hygiène, on ne peut pas vraiment avoir une viande saine. Après le dépeçage, Bintou transporte la viande du mouton au marché de Dar Salam pour ses clientes et clients. Bintou vend de la bonne viande de mouton. Elle est la seule personne qui vend la viande de mouton dans ce marché. Les autres bouchers ont choisi de vendre la viande d'autres animaux à cause de la hausse du prix du mouton. Bintou est vraiment courageuse. Je suis venue ici ce matin pour faire mes achats, pour acheter mes condiments. J'ai commencé avec Bintou. Bintou, elle a la meilleure des viandes ici au marché. C'est une brave femme. Elle est vraiment gentille avec ses clients. Bintou est une bonne voisine. Elle a de l'expérience. Les animaux sont chers maintenant. C'est ce qui fatigue Bintou. Puisqu'elle est courageuse, je ne peux que lui dire de redoubler d'efforts. Tout ira bien, Inch'Allah. À mes débuts, les gens s'étonnaient du fait que je faisais le dépeçage sans être complexé. Au fil du temps, ils ont compris qu'au-delà d'un mouton, je peux dépouiller et dépecer un bœuf. Ce n'est pas le fait d'être femme qui peut empêcher quelqu'un de pratiquer un métier. Toute femme désireuse d'être bouchère
abattante peut se joindre à moi. Je lui montrerai les techniques qu'il faut. Au regard des témoignages, Bintou Nabo est un exemple de femme autonome. De Koutiala, faisons un tour à Koulikoro où beaucoup de femmes font l'exploitation de sable et gravier, le maraîchage, la transformation agroalimentaire et la fabrication du savon local avec l'arrêt de l'usine Ikoma. Celle qu'on va découvrir ce soir s'appelle Koulibaly Zeynab Kamara qui évolue dans la production du savon semi-industriel à Souban Plateau. Elle arrive à former ses sœurs dans la fabrication et la commercialisation du savon. Depuis 2011, elle a mis en place une association dénommée Moussou Deme. Partons donc à la découverte de Zeynab Kamara avec Djemba Moussa Konate. Fatoumata Kane et Diallo Ramata Baldé sont deux femmes au foyer qui, après leurs activités ménagères, se dirigent 2 fois par semaine vers le siège de l'association Moussou Deme dans les après-midi. La présidente de l'association Koulibaly Zeynab Kamara forme 5 femmes par atelier de production. À la fin de la journée, une somme forfaitaire leur est donnée comme frais de déplacement. Aujourd'hui, au sein de l'association, on compte une quarantaine de femmes. Je vends du savon depuis longtemps. J'ai entendu parler de l'association Moussou Deme, donc je suis venue apprendre à fabriquer du savon. Elle nous a montré la fabrication du savon à la main et à la machine. Il y a une très grande différence. Après mes activités ménagères, je ne faisais rien. J'ai appris les échos de l'association Moussou Deme, donc je suis venue m'inscrire. En 3 mois déjà, je sais faire du savon. Elle nous donne des cartons de savon pour vendre et le bénéfice nous revient. Ayant obtenu son bac en 1998 au lycée Notre-Dame du Niger, série sciences biologiques, elle fait un tour à la faculté des sciences juridiques et économiques avant de s'envoler pour l'université Paris 13. Koulibaly Zeynab Kamara a un MBA en commerce international et un Master 2 en gestion de projets obtenu à l'école de commerce de Ouagadougou début 2021. Ces différentes formations lui ont permis d'avoir un emploi au bureau Veritas Mali où elle a travaillé jusqu'à sa retraite cette année même sur le programme de vérification des importations. Moussou Deme est donc la somme de toutes ces expériences reçues dans le monde du développement. Quand on décide de créer une association, déjà, c'est dans le but d'aider les autres. Déjà, l'idée même d'aider est là. Donc, ayant bénéficié de formation, je me suis dit pourquoi ne pas le transmettre aux autres. Donc, en venant installer mon unité de transformation à Koulikoro, je me suis dit, je suis sûr qu'il y a des femmes qui seront intéressées par cette formation-là. Essayons de voir s'il y en a qui peuvent venir et je peux les accompagner dans ce sens-là. L'unité de production de savon est confiée à quelqu'un qui aide Madame Koulibaly dans l'organisation et la répartition des tâches. Pour ce qui concerne la fabrication du savon, l'acide gras, l'huile de palme, l'huile de palmiste, la potasse et le parfum sont les matières premières qui entrent en ligne de compte. La fabrication du savon à la machine prend 2 jours. Nous fabriquons des morceaux de savon pour 200 francs, 250 francs et 300 francs CFA. À côté de la saponification, notre Yélénie du jour fait aussi l'apiculture et le maraîchage. Dans son champ, elle pratique l'apiculture où 45 ruches y sont installées. Leur récolte est réservée à un spécialiste. Certaines femmes, après la formation au niveau du centre, se rendent au champ pour travailler dans leurs parcelles. Les revenus générés de cette activité sont laissés à elles pour leur épanouissement. J'ai commencé par la saponification. Après, Madame Koulibaly nous a demandé si nous pouvons faire le maraîchage. Je me suis engagée à exploiter 3 planches. J'ai une planche de pommes de terre, de gombo et de beignets. Nous apprécions à sa juste valeur cette initiative de Madame Koulibaly. Les ressources générées de cette activité nous aident beaucoup. Ce projet financé sur fonds propres vise l'autonomisation de la femme. Et c'est trouve que parmi les femmes, il y en a qui sont disposées à faire le maraîchage. Et ça puisse leur apporter quelque chose. Il y a l'apiculture aussi. On a 45 ruches
Et bientôt, on doit récolter le miel. On va en profiter pour faire un peu de tout dedans. Les dérivés, le savon, le miel en lui-même, la cire, tout ce qu'il faut. À long terme, Coulibaly Zénab Kamara veut avoir un centre de formation pour aider beaucoup de femmes. Elle compte aussi élargir ses activités à la transformation agroalimentaire à Koulikoro. Forum national des partenaires de l'ONG Sasakawa Africa Association, cette association d'appui à l'agriculture veut contribuer à promouvoir le secteur par la restauration et l'amélioration de la santé des sols en proposant des pratiques innovantes aux producteurs patraorés. L'édition 2024 du Forum national des partenaires de l'ONG Sasakawa Africa Association s'intéresse à l'agriculture régénératrice. Selon le spécialiste, il s'agit d'un ensemble de pratiques de production basées sur la restauration des sols en les labourant moins et en les protégeant par la rotation des cultures. Nous avons fait beaucoup de formations des producteurs et productrices pour leur faire prendre conscience d'abord du problème et ensuite leur présenter différentes techniques de production qui tiennent compte de ces aspects-là. Par exemple, soit la manière de labourer le sol, dans quel sens il faut le labourer, ou comment fabriquer le compost. Les producteurs, souvent, ils ont la matière première de ce qui doit être composté, mais ils ne savent pas comment le faire. Comment produire, par exemple, du compost et comment l'amener dans son champ. La gestion des ravageurs, des techniques intégrées pour gérer des ravageurs, des insectes et les maladies. Sasakawa Africa Association prévoit de renforcer en 2024 ces dispositifs pour favoriser une amélioration de la santé des sols. En exploitant les pouvoirs des pratiques régénératrices, nous avons la possibilité non seulement de restaurer la santé de nos sols, mais aussi d'atténuer les effets néfastes du changement climatique, d'améliorer la biodiversité et d'assurer la sécurité alimentaire pour tous. Engageons-nous dans des discussions constructives, échangeons des idées précieuses et forgeons des liens qui nous propulseront vers un avenir plus durable et plus résilient pour le Mali. Au-delà de l'agriculture régénératrice comme thème central de ce forum, Sasakawa Africa Association et ses partenaires échangent sur l'agriculture orientée vers le marché et l'agriculture sensible à la nutrition. Dans le même registre, le salon de financement agricole Finagri a démarré à Ségou. Cette 10e édition donne une chance particulière aux projets portés par des femmes et des jeunes. Reportage Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Défis et perspectives de la promotion du genre dans la chaîne de valeur agricole pour une meilleure inclusion financière à travers le financement des projets individuels, EAF et MPE. C'est le thème de cette 10e édition du Salon de financement agricole Finagri. Une édition qui donne plus de chance aux projets portés par des femmes et jeunes. Contexte 8 mars oblige. Il s'agira pour les acteurs des différentes chaînes de valeur agricole de mieux spécifier leurs besoins, de les présenter dans un canevas digeste et exprimer leurs besoins dans un langage accessible. C'est à ce prix que les attentes peuvent être comblées de part et d'autre. Je voudrais remercier les plus hautes autorités de notre pays pour leur accompagnement envers les jeunes et les femmes. Le thème de cette 10e édition en est la preuve de leur engagement. Le salon connaît la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers pour soutenir les initiatives de projet. De tels salons et de telles initiatives, la BENDA doit accompagner parce qu'ils nous aident à atteindre notre cible. Dans le cadre du montage des projets, la BENDA dispose même d'une expertise, c'est-à-dire qu'on a un rôle de conseil qu'on joue. Il s'agit ici, notre participation, de sensibiliser les acteurs du développement rural à aller vers la formalisation de leurs activités, parce que la formalisation de leurs activités, c'est des opportunités qui en découlent. Le Finagri, c'est aussi une galerie marchande où plusieurs réseaux de femmes et entrepreneurs agricoles exposent leur savoir et leur savoir-faire. Je dis que c'est des opportunités qu'on doit mettre en œuvre et exploiter et renforcer et encourager pour que notre jeunesse puisse vraiment s'impliquer davantage et profiter de ce qu'ils savent faire pour pouvoir appuyer notre agriculture. Vous voyez les drones qui permettent d'identifier déjà les zones vulnérables dans un espace donné. Donc ça, c'est quand même des innovations qui sont là. Ensuite, pour le soutien aux activités, il y a plusieurs opportunités. À l'issue de 3 jours d'activité, les dossiers aptes au financement seront validés.
Retour à Koutiala où les cotonculteurs de la zone ont exprimé leurs préoccupations lors de la rencontre du bureau de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton et avec les acteurs et partenaires de la filière coton. Il s'agira d'améliorer la production de coton en baisse ces dernières années et mettre à disposition à temps des intrants agricoles de qualité et à moindre coût. Envoyés spéciaux, Nohom Sissoko et Sidiki Balo. Les cotonculteurs de Koutiala sont sortis massivement pour corroborer ce qu'il est convenu d'appeler Koutiala, capitale de l'or blanc. Le sujet était au centre de la rencontre de prise de contact avec des membres du bureau de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, au cours de laquelle de nombreuses préoccupations ont été abordées. Alors, dès mon installation, j'ai pris contact avec la CMDT et nous avons commencer à élaborer un plan d'action, un plan de mandature qui va, dans les 5 ans, chercher des solutions à diverses difficultés que les producteurs vivent, notamment la baisse de la production par hectare aujourd'hui. Les producteurs ont eu à énumérer un certain nombre de problèmes, notamment la mauvaise qualité des semences qu'on les donne, la mauvaise qualité des engrais et des insecticides. Ensuite, la pauvreté même des sols dans les zones cotonnières, notamment à Koutiala ici, qui est un ancien bassin d'où les terres sont pauvres. La sempiternelle question de l'aliment bétail ne cesse d'alimenter les débats. Les producteurs de coton sollicitent l'appui des pouvoirs publics pour une meilleure gestion au bénéfice des utilisateurs. Le paiement tardif des cotonculteurs pour la campagne en cours constitue un handicap pour mieux préparer la nouvelle campagne, à en croire des paysans. Concernant les difficultés sur le paiement des recettes coton, ils l'ont évoqué. Nous l'avons évoqué à la CMDT avant d'arriver à Koutiala ici. Mais compte tenu des difficultés du pays, nous sommes obligés de faire une sensibilisation par rapport à cet état de fait. Auparavant, la mission a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles et aux autorités administratives de la ville de Koutiala. Deuxième édition de la foire agro-silvopastorale halieutique artisanale et culturelle de Gao, 5 jours durant. Les producteurs locaux vont exposer et vendre les produits du terroir, Sambaré Aïdara et Al-Hassan Hamadou. Cette deuxième édition de la foire agro-silvopastorale halieutique artisanale et culturelle de Gao s'inscrit dans le cadre de la relance des activités économiques de la région. Elle permet du coup de valoriser les produits locaux de la 7e région, mais aussi de mettre l'accent sur le savoir-faire des agriculteurs, pêcheurs et artisans de la région. Au-delà du caractère festif, la foire permettra aux organisations paysannes de Gao, Mali en général, d'exposer leurs talents, leurs productions, les produits et innovations, de se faire connaître et participer à la promotion du développement régional et local. Sur la place de l'Indépendance, les exposants venus de tous les cercles de la région mettront au profit les 5 jours que la foire leur offre pour écouler leurs marchandises. Une initiative bien appréciée par les autorités communales. Nous nous retrouvons pour la foire que certains appellent la foire de la paix, la foire du savoir-faire local, la foire qui permettra de concrétiser l'interrégionalisation. Nous ne pourrions pas tout importer. La quantité et la qualité des produits de l'agriculture et de l'élevage mis sur le marché démontrent à suffisance les potentialités de la région. C'est pourquoi le Conseil aux affaires économiques et financières du gouverneur a laissé entendre que cette foire constitue un véritable tremplin pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire prônée par les plus hautes autorités de notre pays. La foire agricole s'inscrit donc en cohérence avec la vision des plus hautes autorités du pays qui consiste à mettre en synergie le secteur primaire et le secteur secondaire pour valoriser les productions agricoles à travers la mise en place d'une politique de développement agricole basée sur les pôles de croissance et de développement économique régional. Notons que cette deuxième édition de la foire agro-silvopastorale halieutique artisanale et culturelle de Gao est soutenue financièrement par le programme de développement durable de la région de Gao, DDRG. Les expositions des produits couplées à des animations de conférences thématiques se poursuivront jusqu'au samedi prochain.
À Sikasso, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a inauguré un château d'eau au lycée Monseigneur Didier de Sikasso, une promesse qu'il vient de tenir avec l'appui de la fondation Empower Mali, Mustapha Doumbia et Suleiman Bamba. C'est un château d'eau de 4,5 mètres cubes heure offert au lycée Monseigneur Didier de Monclos par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. L'initiative est la réponse à une sollicitation exprimée par l'administration scolaire. Cette réponse avec promptitude ne nous surprend guère. Vu votre engagement constant pour la cause de la scolarité des enfants de Sikasso en général et en particulier du lycée Monseigneur Didier de Monclos, la réalisation du château a coûté 8,5 millions de francs CFA à la fondation Empower Mali, qui a déjà accompagné plusieurs écoles de la région de Sikasso à travers la construction des salles de classe et la réalisation des fourrages. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous donner l'assurance que ceci n'est que le commencement. Ensemble, nous allons réaliser de belles œuvres pour Sikasso. C'est le président de la transition, chef de l'État, qui nous a mis sur ce pas et qui nous a toujours demandé d'être auprès de la population par rapport à toutes les doléances. Donc c'est cette orientation présidentielle qui nous a permis de respecter cet engagement demandé par le proviseur de lycée Monseigneur Didier de Monclos, aller jusqu'à chez Samaké pour réaliser. Ici, nous disons à notre frère Yé Samaké, merci et merci pour cette réalisation, merci pour cette marque patriotique, merci pour vraiment un acte citoyen. Le lycée Monseigneur Didier de Monclos de Sikasso compte 4000 élèves selon son proviseur. L'établissement a encore besoin de la réhabilitation de certaines de ses salles de classe. La région de Bougouni vit au rythme de la 11e édition du Festival international d'Idadi du 7 au 10 mars 2024. Objectif, promouvoir les potentialités culturelles et touristiques de la région. Envoyés spéciaux Ibrahim Kaoukounate et Sidi Modibo d'Ambéli. Ce rendez-vous culturel majeur de la cité de Bani-Mounentier s'inscrit dans l'agenda culturel malien. Le Festival international d'Idadi se veut un cadre de rencontres, d'échanges, de brassages culturels, artistiques et touristiques de la région de Bougouni. Le Festival international d'Idadi de Bougouni est-il un tremplin pour offrir aux populations et aux autorités de Bougouni, résidents ou non, un espace d'échange et de promotion du développement économique local? Il se veut être une contribution efficace à la structuration des secteurs culturels et touristiques dans la localité. Le thème de cette 11e édition, rôle de la photo et du cinéma dans la consolidation de l'éducation des valeurs sociétales au Mali. En plus de sa pertinence et de son actualité, constitue une belle opportunité eu égard au fait que cette thématique vise à amener les décideurs et les populations à voir les images, photos et cinéma comme une opportunité de création de richesses et de consolidation de l'éducation aux valeurs sociétales au Mali. Cette 11e édition met l'accent sur la photo, le cinéma, le retour à nos valeurs sociétales, l'éducation, la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Et votre parrain, M. Yacouba Ntomini Diakité, me charge de vous dire toute sa satisfaction pour le choix porté sur sa modeste personne et vous promet de vous accompagner et de tout mettre en œuvre pour ne pas vous décevoir en tant que fils de Bougouni et fier de l'être. Le gouvernement accorde la plus haute importance à ce type d'initiative, celle de faire des industries culturelles et créatives un levier de développement, de création d'emplois, un facteur de paix, de cohésion sociale, mais également de vivre ensemble. Une foire d'exposition-vente des produits artisanaux avec plus de 150 exposants venus du Mali et de la sous-région. Le Festival international d'Idadi de Bougouni, c'est aussi une exposition photo, des conférences débats, des visites touristiques et des concerts géants au bord du fleuve Baoulé.
sport. Et pour ce week-end, l'actualité sportive sera développée par Silagatou Sissé qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Silagatou. Bonsoir Khadija Tsikone. Alors tout d'abord, on va parler de la remise du drapeau national à la délégation malienne en route pour Accra au Ghana en vue des 13e Jeux africains. Oui, c'était dans les locaux du département en charge des sports. Le Mali est présent à ces Jeux africains dans 8 disciplines. Avant le départ de la délégation malienne, donc le ministre en charge des sports a procédé à la remise du drapeau national aux athlètes en présence de notre reporter Daouda Kone. Au nom de tous les athlètes maliens, nous nous engageons à vous ramener beaucoup de médailles d'or et à honorer notre drapeau. Cet engagement de la taekwondoïste Aïcha Mohamed Sibi, après avoir reçu le drapeau des mains du ministre en charge des sports, prouve à suffisance que les athlètes maliens pour les 13e Jeux africains sont prêts pour une participation honorable à Accra, au Ghana. Nous pouvons le faire, nous avons la volonté de le faire et Inch'Allah, nous allons le faire. La formation qu'on a eue avec nos coachs, on va le faire Inch'Allah. Le Mali sera présent dans 8 disciplines sportives, à savoir le judo, l'athlétisme, le cyclisme, le taekwondo, le basketball en 3x3, le karaté, la boxe et le handball en hommes et en dames. Ils seront un peu plus de 130 athlètes et encadreurs pour porter les couleurs du Mali. Depuis le début de ces Jeux africains, nous avons toujours participé. Nous n'avons manqué aucune édition. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Cette fois-ci, encore plus près qu'avant. Parce que nous avons eu un engagement en direct, vous l'avez entendu, où leur porte-parole a dit qu'ils vont tout faire pour nous ramener le maximum. Parce qu'ils sont maliens, parce qu'ils sont fiers d'être maliens, parce qu'ils veulent faire plaisir aux autorités, au peuple malien. Et nous leur souhaitons bonne chance, nous prions pour eux et nous sommes fiers d'eux. Et nous attendons maintenant les résultats de ces engagements. Les 13e Jeux africains d'Accra 2023 serviront de qualification pour 12 disciplines sportives aux Jeux olympiques de Paris 2024. Les 13e Jeux africains d'Accra 2023, c'est du 8 au 23 mars 2024. Nos sportifs à ces Jeux seront attendus pour récolter des médailles. Bonne chance donc à nos athlètes. Tout à fait. Parlons à présent de la Coupe du Mali de football, 63e édition. 2 matchs se sont joués cet après-midi au compte des 8e de finale. L'Azeral n'a laissé aucune chance au club ségovien de 2e division CF La Paix, terrassé 3-0. Binga FC a été sorti par Afrique Football Elite à feu au tir au but 3-4. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Le programme de ces 8e de finale se poursuit demain dimanche avec 2 rencontres. USFAS AS Kai et Joliba ATS de Kourou. Coup d'avoir ces 2 oppositions 15-30. Alors, basketball pour finir, Super Coupe. Le Djoliba s'offre le trophée devant le stade malien de Bamako en série dames. Oui, les Rouges gagnent 69-58 dans cette Super Coupe des dames. Le Djoliba a véritablement dicté sa loi au stade malien de Bamako. En ce moment se joue le match des messieurs entre le stade malien de Bamako et l'AS Real. À la mi-temps, le stade menait 30-21. Le résumé de ces 2 matchs dans notre édition de demain avec nos différents reporters. Voilà, et c'est la fin de la page de sport de ce soir. À demain. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà, on revient sur ce communiqué en application des dispositions de l'arrêté numéro 2011-2991 du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant les mois de Ramadan. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs des secteurs publics et privés que durant toute la période du mois de Ramadan, les horaires de travail sont modifiés ainsi que suit. Du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h. Vendredi de 16h30 à 12h30 sans pause. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social souhaite un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Et c'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même plateau. Et n'oublions pas ce conseil de nos grands-pères qui disaient qu'on a 3 amis au monde, le courage, l'intelligence et la sagesse. Bonne fin de soirée à tous.